Bernard Desjeux, bonjour. On a beaucoup de Bonjour. plaisir à vous accueillir. Vous publiez avec Catherine, votre épouse, Scènes de vie au pluriel, aux éditions Grand Vaux Voyage. Un livre étonnant, alors avec de très très belles photos, qui raconte un peu votre, votre voyage. Je ne dirais pas initiatique, parce que ça fait longtemps que vous connaissez ce fleuve qui vous fascine Un visiblement. voyage. Mais vous découvrez toujours des choses assez étonnantes et vous les montrez, vous expliquez pourquoi. Alors moi, je pense que même le simple est étonnant. Je suis en admiration en permanence, je suis curieux. Et effectivement, j'ai la nostalgie des voyageurs du 19e siècle à l'ancienne qui s'intéressent à tout, qui peuvent discuter avec son voisin au café, sur les bords de la Seine, qui peut prendre rendez-vous avec le directeur du port, qui peut rencontrer des gens importants. Et c'est ça qui est très très amusant, c'est de pouvoir naviguer au sens figuré, bien sûr, dans toutes les catégories de personnes qu'on peut rencontrer au bord de la Seine. Alors Dieu sait si vous en avez rencontré. Oui. On va voir aussi des images assez spectaculaires au sens étymologique du terme, parce que la Seine est spectaculaire. A commencé à son origine, où évidemment elle n'a rien à voir avec la Seine que l'on connaît ici en Normandie, dans l'estuaire près du Havre. Oui, Là, alors c'est ce qu'on appelle la très petite sauvage. Seine. C'est ce qu'on appelle la petite Seine. Alors on se demande qu'est-ce que la petite Seine. On voit ces cascades à Courteron, où c'est le champagne de Seine qui est moins connu que le champagne de la Marne. Où on a rencontré justement là un monsieur qui faisait du champagne, un des premiers à faire du champagne en biodynamie et qui rafle tous les prix possibles imaginables sur le champagne. Et c'est lui qui nous a dit, en plus, il nous parlait du champagne, il nous dit allez voir la petite Seine juste derrière. C'est un petit peu caché ces cascades et on voit ces. Et quand on montre cette photo aux gens de Normandie, ils disent ah, c'est comme ça la petite Seine. Et on s'aperçoit que c'est un peu une tour de Babel. L'amont ignore l'aval, et à la fois dans les régions et à la fois dans les gens qu'on rencontre, les naturalistes, les agriculteurs, les aménageurs, tout ça parle des langues différentes, quoi. Les pêcheurs, et avec des intérêts différents, avec une vision différente. Combien de fois on entend la Seine, elle est jolie, mais là où elle est le plus jolie, elle est là. Et puis ils montrent entre eux la vision de sa fenêtre. Et ça, on a ça, c'est classique partout, ça. Alors la Seine est spectaculaire, la Seine est belle, la Seine est vivante, et puis il faut parfois savoir la contenir. Vous expliquez qu'il y a des bassins de retenue, alors avec également 19 écluses, moi, je l'ai découvert. Alors elle est vivante, faut le dire vite, parce qu'elle est quand même sacrément corsetée, elle est bétonnée, il y a des écluses dans tous les coins. Parfois être méchante. On se souvient de cette crue de 1910. Vous n'étiez pas né ni moi, mais on en a eu quand même des échos. Cette crue a concerné Rouen d'ailleurs. Et pour éviter ça, en tout cas ça se reproduise, on a fait des bassins. Bon, enfin, c'est pas du sûr à 100%. Là on voit par exemple le lac, l'étang du Der, c'est plus qu'un étang d'ailleurs, avec de magnifiques oiseaux. C'est carrément un lac, c'est immense. 5000 hectares. Hein. Voilà, c'est ça. Et il a fallu d'ailleurs, vous expliquer dans votre livre que ça a été un déchirement pour certains habitants de Montier-en-Der notamment, à qui on a expliqué que leur maison allait être recouverte par les eaux. Ouais. Et alors pour ce qui est de la protection, c'est quand même un système assez élaboré et assez quand même pointu, plus intelligent que des barrages. Il y a des écluses que vous appelez des barrages. Ce qu'on appelle des barrages sur la Seine, il y a des barrages, mais il y a surtout beaucoup d'écluses qui permettent le grand gabarit jusqu'à Montereau. Et donc ce système permet de contenir les crues et de soutenir l'étiage. Contenir les crues, donc ils sont vides. Et quand c'est les crues de janvier, février, à partir de novembre, c'est novembre, décembre, on commence à remplir, à stocker l'eau pour éviter que ça déborde de trop. Et on va relâcher ça au mois de juin pour que Paris ait... Dans le livre, on a mis une carte postale de 1943, on voit qu'il n'y a plus rien dans Paris, il n'y a plus d'eau dans Paris pendant l'été, quoi. Donc sans ces barrages, grâce à ces barrages, maintenant il y a de l'eau dans Paris et ailleurs, quoi. Alors vous expliquez d'ailleurs que c'est même la période d'entre-deux-guerres qu'il y avait déjà des hydrologues qui avaient réfléchi à cette nécessité. Ils ont été aux États-Unis, ils ont étudié un petit peu la question, même un peu beaucoup. Il y avait un projet d'alimenter la ville de New York avec les Grands Lacs par une canalisation directe. Et ils ont réfléchi et ce système est plutôt assez moderne par rapport à tous les autres fleuves du monde. On fait un barrage pour réguler les fleuves. Et un barrage sur un fleuve, ça met le bazar, quoi. Ça dérègle complètement le fleuve. Là, ce sont des écluses, les écluses avec des dérivations, c'est un petit peu hard, mais beaucoup moins hard qu'un grand barrage. Les grands barrages, je parle du fleuve Jaune en Chine, c'est catastrophique. Hein. C'est là où il y a des inondations, c'est quand il y a des barrages. Là-bas, quand il y a des inondations, voilà, c'est monstrueux. Voilà. Et ce système
système de grands lacs, alors protège jusqu'à 6,15 mètres, quelque chose comme ça. Au-delà de 6,15 mètres, ce qui est rarissime, il y a tout un plan qui est prévu. On travaille en avant, c'est-à-dire qu'on essaye de diminuer les risques. Plutôt que d'avoir les ordinateurs au sous-sol, on les met à l'étage. Ça, c'est un exemple. Plutôt que de faire des habitations en bas, on fait des parkings. Maintenant, toutes les constructions prévoient des inondations. Donc, si on prévoit les inondations dans les constructions neuves, ce qui n'est pas le cas dans les vieilles, les caves de Paris sont souvent inondées, par exemple, très régulièrement. On n'a pas besoin de la crue de 1910. On a quelques raisons, sinon d'être inquiet, en tout cas, de se préoccuper de ce qui peut se passer s'il y a de nouveau des crues très importantes au niveau du métro, ne serait-ce que ça. Alors, le métro, il y a 140 endroits par lesquels ça peut rentrer. La gare d'Austerlitz est inondée. Donc, il faut prévoir la chose, y compris que ça soit inondé. Il ne faut pas être surpris que ça soit inondé, même si c'est très rare. Et donc, il y a un bunker qui est prévu, un centre de direction. Il y a une espèce de plan. Ben, j'espère pour eux. C'est mieux quand même. Oui. Alors, je voudrais qu'on s'approche quand même tranquillement de la Normandie. Un mot encore de Paris. Vous dites Paris, c'est la Seine. C'est vrai que c'est assez extraordinaire. Alors, j'ai découvert que c'était en 1867 que les bateaux mouches... Oui, et qui viennent de Lyon. C'était dans le quartier Mouche. Le quartier Mouche. Pour l'exposition universelle. Ouais. Après, donc, il y a eu le rachat des droits, etc. Et ça draine tellement de millions de touristes chaque année. C'est extraordinaire. Et les gens adorent se promener sur la Seine. Oui, alors, Paris et la Seine, c'est vraiment Paris, pour le meilleur et pour le pire, qui vampirise la Seine. Que ce soit en Normandie, on parle de la Normandie, tous les trous qu'il y a dans ces méandres ont été faits pour construire Paris, pour construire la Défense, pour construire toute l'agglomération parisienne. On a vraiment taillé le lit majeur du fleuve. On a fait des trous. On ne peut pas le faire à l'infini. Et maintenant, comme il faut draguer le fleuve pour pouvoir laisser passer des gros bateaux, on ne sait pas quoi faire de cette boue et on met des tas dans les trous. À Achères, par exemple. À Achères et à Anneville, toutes les méandres. Voilà. Alors, Rouen. Rouen, c'est vrai que... Alors, Rouen... c'est un fleuve qui est maritime, après le pont Flaubert, et qui, auparavant, est un fleuve tout court, quoi. Oui, c'est un port de mer. Donc, j'ai fait un rapprochement qui me plaît beaucoup avec le jazz. J'ai rencontré un monsieur au Havre qui me dit je suis canadien, mais moi c'est spécial, je suis canadien, mais mon papa est arrivé avec l'armée américaine. Ils ont été à Rouen. Parce qu'ils s'embêtaient au Havre, tout était détruit, ils allaient dans les boîtes, ils dansaient sur le jazz, il a rencontré ma maman et je suis né en 47. Voilà. Et alors j'ai appelé le petit texte, j'ai appelé ça American Patrol. Quoi. Ah, voilà, et j'aperçois avec un ami qui me dit, mais en fait les musiciens de jazz après la guerre venaient beaucoup à Paris, on en parle dans le livre, Sidney Bechet et tout ça, et quand ils faisaient une date à Paris, ils s'apercevaient que Rouen était à côté, pas très loin, donc faisaient faire une date supplémentaire à Rouen, et comme le public de Rouen était assez réceptif après la guerre et très content de voir ces grandes pointures du jazz. Et de se changer les idées aussi. Ouais. Comment ? Et de se changer les idées également. Et de se changer les idées et tout. Dur. Les jazzmen connaissaient bien la ville de Rouen et il y avait notamment Dollar Brand que j'aime beaucoup. Et donc, ça illustre un petit peu la manière dont on parle de ce livre par des choses un petit peu affectives et qui sont extrêmement importantes. Parce que c'est toute une civilisation qui arrivait. C'est l'étranger, c'est l'autre. Au Havre, par exemple, on sent très fort, et à Rouen aussi, le sens de l'autre, de l'étranger. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, quoi. Oui, bah, de toute façon, dès qu'il y a un port, il y a évidemment des interconnexions sociales et humaines qui se font, et c'est très bien comme ça. Vous évoquez aussi ces abbayes, comme Saint-Vendry. Je ne savais pas que c'était le seul cloître gothique de Normandie. Bon, l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville, Jumièges, évidemment. Alors, quand je dis c'est le seul cloître gothique, il faut me croire sur parole, comme j'ai cru sur parole la personne qui me l'a dit. Et je pense que ça devait être le frère, s'appelle le frère Portier, qui est un monsieur extraordinaire, qui vraiment... C'est l'image du moine tel qu'on se l'a fait, je dirais, si vous voulez. Bon, et qui est égal à lui-même, qui reçoit des milliers de gens. C'est le seul à recevoir l'extérieur, parce que les autres sont cloîtrés par définition. Ah oui. Ils sont dans leur bibliothèque, ils travaillent, ils font un certain nombre de choses. Et lui, il est l'interface avec le monde extérieur. Et il est d'une humeur égale, assez érudit. Les moines sont souvent érudits, d'ailleurs. On est dans un monde alors extraordinaire, parce qu'on vous parle de Saint-Vendry comme s'il venait de quitter la porte. C'est quand même, je crois, le 7e siècle après Jésus-Christ. Il vous parle d'un ermite qui était dans les grottes du pont là où il y a le pont de Bretonne, qui faisait ouh au bateau, parce que les bateaux étaient dans la brume. Donc c'est à l'époque où la Seine avait des grands méandres et débordait de partout. Et donc les barques dans la brume, il n'y avait pas de GPS, évidemment, il n'y avait rien. Donc l'ermite, il vous raconte ça comme si c'était arrivé hier. Voilà, c'est
ça. Et ils sont, vous rendez très très forts peut-être en grégorien. Voilà, le mot de la fin, parce que Oui. il faut qu'on avance un petit peu, puis il ne faut pas tout lire de ce qu'il faut Ouais. aussi que les lecteurs aient envie de le découvrir. Donc, Le Havre, alors extraordinaire, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, rien à voir avec les débuts de la scène. Et puis, vous rendez aussi hommage à tous ceux qui, par leurs écrits, leurs chansons, leurs peintures, Oui, ça j'aime beaucoup. on célébrait la scène. Alors, Ouais. Honoré de Balzac, Malot, Boileau, etc. Renoir. Oui, on a interviewé une descendante Pénac. d'Hector Malot qui habite à la Bouille et qui est absolument charmante, et qui nous a reçus à bras ouverts et qui nous a confirmé l'histoire du bateau qui était rentré dans la chambre d'Hector Malot quand il est né. Le jour de sa naissance, il y a un bateau qui est rentré par la fenêtre. Voilà. Bah, Enfin, voilà. la proue. Il y a tellement d'histoires, c'est assez extraordinaire, y compris au moment de la Révolution française. Mais écoutez, Bernard Desjeux, merci encore d'être venu nous parler de ce livre. Je rappelle le titre, c'est Scènes de vie au pluriel, et c'est publié aux éditions Grand Vaux Voyage. Merci beaucoup. Merci.